Depuis la mort de son frère, Matthew Lenz n'a qu'une seule obsession, le venger. Il observe discrètement la maison de ses voisins qu'il considère comme des êtres démoniaques, et puis un jour, alors que personne ne s'y attend, il casse une vitre et il entre dans la maison. Je vais vous raconter son histoire. Mais avant de nous plonger dans cette affaire, je remercie Wild qui sponsorise cette vidéo. Wild, c'est une marque qui vous propose de révolutionner votre routine dans la salle de bain puisque tous leurs produits sont rechargeables. Tous les produits fonctionnent de la même façon, c'est un étui réutilisable dans lequel vous allez venir glisser une recharge en bambou. Et comme si ça ne suffisait pas, Wild plante un arbre à chaque commande et leurs produits sont certifiés vegan. Donc utiliser les produits Wild, c'est faire du bien à la planète, mais pas seulement, vous faites également du bien à votre corps puisque leurs déodorants sont garantis sans sel d'aluminium et sans parabènes. Moi, ça fait des années que j'utilise les produits Wild et je ne reviendrai jamais en arrière puisqu'en plus du côté éthique et bon pour la santé, les déodorants sont hyper efficaces et sentent divinement bon. Vous avez tout un tas de senteurs disponibles sur leur site. Moi, depuis le début, ma senteur préférée, c'est celle-ci, coton frais et sel de mer. Mais j'adore en fait toutes les senteurs qui rappellent les fleurs, la nature. Et il y en a d'autres qui sont disponibles sur leur site, comme fleur de cerisier. Alors, elle existe en déodorant, mais en gel douche, c'est tout aussi incroyable. Vu qu'on est en hiver, très important également, je précise qu'ils proposent des baumes à lèvres qui sont au beurre de karité et à l'huile de coco pour un effet très hydratant. Pour des lèvres toutes douces, vraiment je vous les recommande, ils sont incroyables. Si vous aussi vous voulez passer aux produits Wild ou que vous voulez vous reprendre des petites recharges, avec mon code JESCRIM20OFF, vous bénéficiez de 20% de réduction sur tous les produits Wild et c'est un code à durée limitée, donc dépêchez-vous d'en profiter. Vous pouvez passer par le lien que je vous ai mis en description et en commentaire épinglé, comme ça le code s'applique automatiquement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la reprise s'est bien passée pour ceux qui étaient en vacances. En tout cas, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se déroule en novembre et il y a une histoire de décoration de Noël, vous allez voir, donc on replonge un peu dans les fêtes, mais version tragique. Mais avant de vous raconter cette histoire, il faut que je vous parle d'une autre affaire criminelle, puisque c'est là que tout a commencé. Notre histoire se déroule aux États-Unis, dans l'état de la Géorgie et plus précisément dans la petite ville d'Ackworth, une ville de 22 000 habitants en banlieue d'Atlanta. Ackworth est une ville très charmante, surnommée la ville au lac puisqu'on y trouve deux lacs, le lac d'Ackworth et le lac d'Alatoona. Et c'est une ville très ancienne puisque c'est une des premières villes à avoir été créée aux États-Unis. Elle a été bâtie sur un ancien territoire Cherokee après que la tribu qui vivait là ait été expulsée par les colons en 1831. Donc c'est une ville avec un fort patrimoine historique. C'est là que vit la famille Lenz, qui se compose des parents et de leurs 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, mais ce sont uniquement ces 2 derniers qui nous intéressent, donc les filles on va les laisser tranquilles, elles n'ont rien à voir dans cette histoire, et les 2 frères s'appellent Austin et Matthew. Je vais vous parler de Matthew un petit peu plus tard, puisque c'est lui qui va être au cœur de l'affaire criminelle qui nous intéresse, mais tout a commencé avec Austin, donc voici l'histoire d'Austin Lenz. Austin est un homme qui se bat depuis des années avec de gros problèmes de santé mentale. Et malgré le fait qu'il ait fait des séjours en hôpital psychiatrique et qu'il ait été vu par différents médecins, il n'a jamais reçu de diagnostic. Donc je ne peux pas vous dire de quoi il souffre, mais en tout cas il est dans un autre monde. Il a malgré tout tenté de rejoindre la marine en 2012, mais au bout de seulement 1 mois passé dans l'armée, il a été renvoyé. Ils ont clairement vu que ça ne le faisait pas, donc il n'a jamais acquis le statut officiel de militaire. Sur son CV, il ne peut pas dire qu'il a été militaire. Sans traitement, sans repère et sans travail, Austin vit toujours avec ses parents, il déprime et il tombe dans la drogue. En été 2020, alors qu'Austin a 26 ans, pour une raison qu'on ignore complètement, il se met à devenir complètement parano par rapport à ses voisins. Il a une obsession avec la maison d'à côté et le couple qui vit dans cette maison. Il est persuadé que ce sont des membres du gouvernement qui occupent la maison et que leur but est de les persécuter, lui et sa famille. Il pense qu'ils leur veulent du mal. Il se met alors à les harceler. Bon, au début, ce n'est rien de bien méchant, il laisse des petits mots mystérieux dans la boîte aux lettres. Il écrit par exemple « C'est bon, j'ai fini de me poser des questions ». Ou encore « Quel est le but de tout ça ?» Mais petit à petit, ça devient de plus en plus bizarre
et inquiétant. En effet, déjà, ça dure dans le temps. Vous imaginez bien qu'un voisin qui vous laisse 1 ou 2 petits mots mystérieux dans la boîte aux lettres, bon, à la rigueur, vous allez peut-être prendre ça à la rigolade, mais quand ça commence à durer pendant des semaines et des mois, ça n'a plus rien de drôle. Et puis, le harcèlement s'intensifie, c'est-à-dire qu'Austin leur laisse désormais plein d'images, de photos, d'objets étranges dans la boîte aux lettres. Alors, c'est énormément des photos à caractère sexuel, mais il laisse également des choses qui sont complètement invraisemblables, comme la fois par exemple où il a laissé un petit diadème en plastique accompagné d'une photo qui représentait une femme portant un diadème. Mais le plus inquiétant, c'est le fait qu'il passe son temps à observer leur maison, à s'en approcher, à en faire le tour, à rôder dans les environs. Le couple a des caméras de surveillance, donc depuis le début, ils savent que c'est Austin qui fait ça, ils ont toutes les preuves possibles et imaginables, mais vous connaissez les histoires de harcèlement, c'est toujours la même chose, la police répond toujours pareil, on ne peut rien faire tant que ce n'est pas allé plus loin. Donc même si on vit dans la peur et qu'on sait que la personne à un moment donné va déraper, on est obligé d'attendre ce dérapage pour que la police intervienne. Donc c'est ce qu'il se passe pour ce couple. Ils vivent dans la terreur en se demandant toujours jusqu'où ce voisin est capable d'aller et puis un jour ils tentent de défoncer la porte de leur maison. Austin est arrêté par la police, mais il lui donne seulement un avertissement. Ils lui disent simplement d'arrêter d'embêter ses voisins s'il ne veut pas avoir des soucis avec la justice. Cet avertissement n'a eu aucun effet puisque Austin n'a pas toute sa tête, il ne se rend probablement même pas compte de ce qu'il fait, donc forcément il continue à harceler ses voisins et le jour tant redouté du dérapage survient en avril 2021. Heureusement, cette nuit-là, Elisa et Philippe, le couple qui vit dans cette maison, est absent. Mais à 4h du matin, ils reçoivent une notification terrifiante sur leur téléphone. Les caméras à l'intérieur de la maison viennent d'être activées. C'est-à-dire qu'il y a du mouvement dans leur maison. Ils regardent les images et ils constatent avec effroi qu'Austin est chez eux. Armé d'une massue, il arpente toutes les pièces de la maison. À chaque fois, il allume la lumière et il regarde partout. Comme s'il cherchait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Il se rend même dans leur chambre à coucher et il retire la couette, il regarde sous la couette pour voir s'ils ne sont pas cachés là. Qui sait ce qui se serait passé s'ils étaient dans la maison à ce moment-là ? Heureusement, ce n'est pas le cas, donc ils préviennent la police arrête Austin et au moment de son arrestation, il est étonnamment calme. Mais tout à coup, sans crier gare, il se jette sur les policiers qui sont en train de s'occuper de lui et il les agresse très violemment. Une policière finit carrément avec un ligament déchiré et une fracture du genou, c'est vous dire la violence de l'attaque, tandis que son collègue est lui aussi blessé, il a le pouce luxé et Austin a complètement démoli son taser. Bon, heureusement, ça se déroule au commissariat, il y a des policiers partout, donc plusieurs de leurs collègues accourent pour leur venir en aide et maintiennent Austin au sol, donc ils sont plusieurs sur lui, et là Austin leur dit qu'ils sont tous gays, puisqu'ils se mettent à plusieurs sur lui, et il leur propose de les affronter à main nue, un par un, comme un homme. Une fois calmé, Austin explique qu'il ne comprend pas pourquoi on l'a arrêté alors qu'il n'a rien fait de mal étant donné qu'il n'a rien volé dans la maison et que personne ne se trouvait sur place, et il explique vivre un enfer puisqu'il y a des avions qui passent sans arrêt au-dessus de sa maison pour le surveiller et que le gouvernement le traque via son téléphone. Malgré son profil violent, le fait qu'il ait également été accusé d'avoir proféré des menaces terroristes et le fait qu'il fasse subir un harcèlement intense à ses voisins depuis 1 an, eh bien Austin est placé en liberté conditionnelle et il peut continuer tranquillement sa petite vie. Bon, on lui demande quand même d'être suivi par un psy et d'arrêter la drogue. C'est le minimum. Le père d'Austin, qui veut l'aider à s'en sortir, lui propose de travailler avec lui à Washington DC. Donc l'avocat d'Austin est obligé de demander une permission au juge pour que ce soit possible, puisque sinon Austin devait rester assigné dans sa ville de résidence. Et le juge accepte. Donc Austin part travailler avec son père, mais 4 mois seulement après l'intrusion chez ses voisins. Il attaque un policier qui est en charge de la sécurité du Pentagone. Il le poignarde à mort. Et ensuite, une fois le policier mort, Austin attrape l'arme de service de ce policier et il se donne la mort avec. Matthew Lenz, le frère d'Austin,
était très très proche de lui, donc il est effondré. Matthew est un étudiant brillant qui étudie les sciences cognitives à l'université de Géorgie. Il a même reçu une bourse grâce à ses résultats exceptionnels et il vit seul dans un appartement de la ville d'Athènes, la ville où se trouve son université. Bon, il rentre régulièrement chez ses parents, mais en tout cas voilà, il a une certaine indépendance, donc sur le papier, rien à voir du tout avec son grand frère et pourtant vous allez voir que leurs destins sont liés. En effet, en 2019, la santé mentale de Matthew commence à défaillir. Il est arrêté une première fois alors qu'il débarque sur le campus de son université avec un couteau et suite à cet événement, tout s'enchaîne. Matthew se renferme, il arrête d'avoir des interactions sociales, il passe le plus clair de son temps sur son ordinateur et il tombe dans l'alcool et dans la drogue. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il passe également une grande partie de son temps libre à discuter avec son frère Austin, qui lui met des idées complètement folles dans la tête, puisqu'il se met à lui expliquer que leur famille est persécutée par le gouvernement et que les voisins sont complices. Il lui explique également que ce sont des personnes satanistes et qu'il faut agir vite parce que leur famille est en danger. Matthew, comme son frère avant lui, tombe lentement dans la paranoïa et après la mort de son frère, ça s'empire puisqu'il est persuadé que le gouvernement est responsable de la mort de son frère. Et qui dit gouvernement dit ses voisins, puisque son frère lui avait expliqué qu'ils étaient complices et qu'ils étaient des membres d'une agence gouvernementale. Donc tout se mélange dans l'esprit de Matthew. Il se met à soupçonner ses voisins d'avoir fait du mal à son frère, malgré le fait que ce ne sont plus les mêmes voisins qui habitent dans la maison. En effet, Elisa et Philippe, les anciens propriétaires de la maison, ont fini par la mettre en vente et se séparer. Donc ils sont partis depuis un moment, mais Matthew garde quand même un œil sur la maison. Justin et Amber Hicks sont le couple idéal, qu'on dirait tout droit sorti d'un film romantique. Ils se connaissent depuis l'enfance et déjà à l'âge de 12 ans, ils racontaient partout qu'ils étaient fous amoureux et qu'ils allaient se marier. Ça faisait beaucoup rire leurs amis puisque évidemment à cet âge-là, on ne prend pas ce genre de choses au sérieux et pourtant ils avaient vu juste puisqu'ils ne se sont jamais lâchés. Lui réalise son rêve de gosse en devenant pompier, tandis que Amber devient assistante en audiologie. Donc en fait, deux métiers destinés à aider les autres. Ils ont vraiment ça dans le sang. Amber aide les gens à guérir et Justin, lui, est prêt à mettre sa vie en danger. Tout ça pour que les autres puissent se sentir en sécurité. Deux métiers qui leur vont très bien, puisqu'ils sont également comme ça dans leur vie privée. Ce sont des personnes gentilles, aimantes, généreuses, souriantes, et ils sont aussi très amoureux. Tous leurs réseaux sociaux sont remplis de photos de l'un et de l'autre et ils disent à quel point ils s'aiment, ils se mettent des messages d'amour comme ça en public et que ce soit leurs amis comme leur famille, tout le monde les aime tous les deux autant. Ils ont tous accepté l'un et l'autre dans leur cercle familial et amical, donc ils ont vraiment une jolie petite vie remplie d'amour et d'amitié. Amber, c'est la bonne copine, chaleureuse et altruiste qui ne dit jamais non à une soirée entre copines et qui est toujours présente dans les hauts comme dans les bas. Et Justin, lui, est décrit par tout le monde comme un gros nounours qui fait beaucoup de blagues, qui est très rigolo. Et tous les deux apprécient particulièrement de passer du temps dans la nature. Justin adore pêcher avec ses collègues, par exemple, et ils aiment également passer du temps avec leur famille et aller au restaurant entre amis. Justin et Amber sont très chrétiens, très croyants, donc ils ont fait les choses dans l'ordre, dans leur couple, comme on dit, en faisant d'abord le mariage, ensuite la maison et enfin le bébé. C'est en 2019 que leur petit Jacob naît et il devient tout leur univers. Ils sont dingues de leur fils. Soucieux de lui offrir la meilleure vie possible, ils font le choix de vendre leur maison qui ne les satisfait pas totalement et ils en rachètent une nouvelle le 5 septembre 2021, quelques jours seulement après l'anniversaire des 2 ans de Jacob. C'est la maison de leurs rêves. Elle est grande, elle est belle, elle est spacieuse. C'est la maison parfaite pour faire grandir des enfants. Ils sont aux anges. Et surtout, point très important pour eux, cette maison les rapproche de leurs parents. Si vous regardez des films de Noël américains, moi j'adore, j'en regarde plein en décembre, vous avez dû remarquer que leur décoration de Noël est toujours
hyper soigné, c'est toujours trop beau. Ils ont parfois plusieurs grands sapins réalistes, bourrés d'ornements, des guirlandes d'épines le long des meubles, le long des escaliers. Ils ont les chaussettes de Noël de la famille accrochées au-dessus de la cheminée, des bougies. Enfin, vous voyez, c'est une décoration comme ça très chargée, très chaleureuse, très rouge et verte, très traditionnelle. Il y a également la décoration sur le perron de la maison pour la rendre beaucoup plus accueillante. Vous voyez le genre. Et en fait, Amber, c'est son rêve de petite fille. Elle a envie justement d'avoir la maison adéquate pour faire ce genre de déco. Et quand elle emménage, étant donné que Noël approche, elle y pense tout de suite. Elle se dit, ça y est, je vais pouvoir faire la décoration de mes rêves, je vais pouvoir faire un Noël magique pour mon fils. Donc elle décore dès novembre. Elle s'y prend tôt. Ses proches rigolent et lui disent, mais attends, t'es sérieuse, tu vas quand même pas mettre tes décos de Noël début novembre. Mais elle leur répond, écoutez, je fais bien ce que je veux. Si j'ai envie qu'il y ait déjà des décorations de Noël chez moi à Thanksgiving, eh bien écoutez, c'est comme ça. Et elle installe donc dès la mi-novembre un grand sapin dans lequel elle installe des guirlandes lumineuses. C'est un sapin qui réchauffe le cœur des Hicks, qui fait briller les yeux de Jacob, mais il ne se doute absolument pas, en installant l'arbre dans cette nouvelle maison, dans laquelle il s'imagine créer plein de beaux souvenirs, qu'il y a quelqu'un à qui cette décoration de Noël ne plaît pas du tout. Et cette personne, c'est Matthew Lenz. Matthew, depuis les fenêtres de la maison de ses parents, observe la maison des Hicks. Et ces lumières, persistantes, clignotantes, le rendent fou. Il s'imagine qu'il s'agit là d'un signal. Il s'imagine que les Hicks essayent de le menacer via ces lumières, de lui faire passer des messages. Il pense que ces lumières sont démoniaques. Et il repense à ce que lui disait son frère. Le fait qu'à côté, la maison soit occupée par des agents du gouvernement, le danger que court sa famille et le fait que les habitants de cette même maison aient été à l'origine de la mort de son frère. En tout cas, c'est comme ça qu'il voit les choses. Et voilà que ça recommence. Voilà que les nouveaux arrivants, eux aussi, se mettent à les narguer. Ça fait déjà des semaines que Matthew vire dans la violence. Il a acheté un pistolet et ses recherches Google font froid dans le dos. Il s'est notamment renseigné sur le sang. Il s'est demandé ce que ça faisait de se faire tirer dessus par un calibre 308. Il a également interrogé le moteur de recherche pour savoir si quand on tire dans la tête de quelqu'un, celle-ci explose, comme dans Pulp Fiction. Le 17 novembre 2021, les Hicks ont passé une journée ordinaire. Le matin, Justin a déposé Jacob à son père pour qu'il passe une belle journée avec son papy, puis lui et sa femme sont allés au travail. Le soir, ils passent récupérer Jacob et ils rentrent ensemble à la maison. Et quand on rentre comme ça après une longue journée de travail et qu'on a un ou plusieurs enfants en bas âge, la soirée est très animée. Ce n'est pas du tout reposant. D'abord, il faut retrouver l'enfant, jouer avec lui. En même temps, il y a la préparation du dîner, puis l'enfant mange. Ensuite, il faut donner le bain à l'enfant, le mettre au lit, faire tout le rituel du soir. Et enfin, quand l'enfant dort et que la maison est redevenue calme, eh bien ce n'est pas terminé. Il faut maintenant ranger la cuisine, ranger les jouets, faire un petit peu de ménage. Et là, enfin, on peut se poser. Donc il est finalement 21h quand Amber et Justin peuvent enfin souffler et se poser. Ils se blottissent l'un contre l'autre sur le canapé et allument la télé. Justin est concentré sur l'écran tandis qu'Amber, elle, traîne tranquillement sur son téléphone et discute avec des copines. L'une d'entre elles lui propose une soirée restaurant, elle lui propose d'aller à Olive Garden et Amber lui répond qu'elle est d'accord. C'est super, elle adore ce restaurant, mais si elle veut aller dans un autre, ça lui va aussi. Elle et Justin ont 31 ans. Une belle maison. Un beau petit garçon. C'est bientôt Thanksgiving, les fêtes de fin d'année. Ils ont tellement hâte, leur vie est belle. Ils espèrent avoir d'autres enfants, une grande famille, un petit frère ou une petite sœur pour Jacob. Et ils profitent de ce moment simple, au calme, collés l'un à l'autre sur le canapé. Amber a quand même le babyphone placé juste à côté d'elle, prête à intervenir au cas où Jacob se réveillerait. Mais ce ne sont pas les pleurs de Jacob qui vont venir perturber leur soirée. Puisqu'il ne se doute pas que
pendant qu'ils sont là, tranquillement, dans le confort de leur maison, Matthew les observe par la fenêtre. Il est venu depuis son appartement d'Athènes, 2 heures de route. Puis il a garé sa voiture devant la maison de ses parents, mais il n'est pas entré. À la place, il est resté dans le jardin, dans la rue, tapis dans le noir, fumant une cigarette tout en observant, discrètement, la maison des voisins. Puis il s'en est approché une première fois, observant par la fenêtre. Il retourne sur le terrain de ses parents, et vers 22 heures, il retourne chez les Hicks. Et cette fois, il fait voler en éclats une fenêtre à l'arrière de la maison et il pénètre à l'intérieur. Amber et Justin sont toujours sur le canapé, choqués et apeurés. Mais Justin, en tant que pompier et homme de la famille, n'écoute que son courage. Il va pour se lever du canapé. Il commence à se mettre debout dans le but de faire quelque chose, de défendre sa famille, mais il n'a ni le temps de parler ni de bouger. Il reçoit plusieurs balles, dont une dans la tête, et il s'effondre, mort. Amber, dans la foulée, reçoit également plusieurs balles, dont une dans la tête. Ça a été très rapide. Le couple est mort alors qu'ils se pensaient en sécurité dans leur maison, tués par un voisin à qui ils n'ont jamais rien fait. Ils ne lui ont même jamais adressé la parole. Je ne sais même pas s'ils connaissaient son existence, sachant que la plupart du temps, il était à Athènes et pas chez ses parents. Matthew reste encore quelques minutes sur les lieux, puis il repart. Il récupère sa voiture et il rentre à Athènes. Sans même être entré dans la maison de ses parents, sans même les avoir prévenus qu'il était là ou quoi que ce soit. Il est vraiment venu uniquement pour tuer ses voisins, puis il est reparti. Je vous rappelle qu'il y a 2 heures de route. Mais revenons dans la maison des Hicks, puisque dans cette maison se trouve un petit survivant. Jacob, qui était dans son lit au moment où ses parents ont été tués. On ignore à quelle heure le petit garçon s'est réveillé. Est-ce qu'il a été réveillé par les coups de feu ou est-ce qu'il s'est réveillé le matin comme d'habitude? En tout cas, généralement, Jacob se réveillait entre 6h et 6h30 et on sait qu'à 6h15, en tout cas, il était réveillé, c'est sûr et certain, puisqu'il est entré dans la chambre de ses parents, certainement pour les prévenir que ça y est, il était réveillé et grimpé dans leur lit pour leur faire un câlin. Mais la chambre était vide. Donc il a pris le téléphone de son père qui était en train de charger et il a descendu les escaliers avec ce téléphone à la main. C'est alors qu'il découvre les corps ensanglantés de ses parents. Mais Jacob a 2 ans. Du haut de ses 2 ans, il ne comprend pas. Il ne sait probablement même pas ce qu'est la mort. Alors, il tente de les réveiller, il pense qu'ils dorment, qu'ils se sont juste fait mal ou quelque chose comme ça, donc il les câline. Il leur demande « Papa, maman » en essayant de les réveiller. Voyant que ça ne fonctionne pas, il va chercher des jouets, il leur apporte en leur demandant de jouer avec lui. Il pose ses petites voitures Monster Truck sur le corps de son père, mais toujours pas de réponse. Alors Jacob est impuissant, il ne sait pas quoi faire, il est tout seul dans cette maison, ses parents ne bougent plus. Il essaie de s'occuper comme il peut. Et il remarque qu'il y a des nouvelles choses dans sa maison. Il joue avec des bouts de verre. Il joue avec une balle de pistolet, qui a traversé le corps de son père avant d'atterrir à côté de son petit camion de pompier en plastique. Il se demande ce que c'est, ce nouvel objet dans sa maison. Les heures passent. Jacob a faim. Jacob a soif. Sa couche a débordé. Jacob a peur. Ses parents ne bougent toujours pas. Et il ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Dans la matinée, le père de Justin, qui s'appelle Timothy Hicks, reçoit un appel très inquiétant des proches d'Amber qui le préviennent qu'elle ne s'est pas rendue au travail ce matin-là et qu'il n'arrive pas à la joindre. Timothy tente d'appeler son fils Justin, mais lui non plus ne répond pas au téléphone. Il apprend également qu'ils n'ont pas déposé le petit Jacob à la crèche comme c'était prévu. Et il comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. Ça ne ressemble absolument pas à Amber et Justin. De ne pas répondre au téléphone, de ne pas se rendre au travail sans prévenir. Quelque chose de grave s'est produit, il en est persuadé. C'est un policier à la retraite, Timothy, donc logiquement, il se dit qu'il va aller voir de lui-même, dans la maison, ce qu'il se passe. Donc il prend la route en direction de la maison de son fils et de sa belle-fille, et il a mal au ventre, le stress l'envahit. Il a vraiment un mauvais pressentiment. Et en faisant le tour de la maison, ce mauvais pressentiment se confirme, puisqu'il voit qu'une fenêtre a volé en éclats et qu'il y a du verre à l'intérieur de la maison. Il sait tout de suite ce que ça veut dire. Intrusion. Quelqu'un est entré dans leur maison.
Il se dit qu'il va entrer à son tour pour voir s'il peut sauver la famille ou voir s'ils sont blessés, s'ils ont besoin d'aide. Mais il se rend compte qu'il va se blesser avec les bouts de verre, donc il se contente de passer son corps à l'intérieur de la maison. Et l'image qu'il a en face de lui le hantera jusqu'à la fin de ses jours. Amber et Justin, ensanglantés, morts. Il comprend immédiatement qu'ils sont morts. Il a de l'expérience, c'est un ancien policier. Ça ne fait aucun doute pour lui qu'il n'y a plus rien à faire pour les sauver. Par contre, pas de trace de Jacob, donc il essaye de ne même pas y penser, mais il se dit que forcément il doit être mort lui aussi. Il s'éloigne rapidement de la maison et étant donné qu'il est venu avec sa femme et sa fille, il leur dit « Écoutez, mettez-vous à couvert, partez garer la voiture à l'autre bout de la rue et appelez les secours depuis la voiture, restez vraiment en sécurité parce qu'on ne sait jamais, peut-être que l'intrus est toujours sur place et il est visiblement armé. » Quand les policiers arrivent dans la maison, ils voient immédiatement la petite bouille de Jacob qui les observe par l'entrebâillement d'une porte. Il y a sa petite tête comme ça qui dépasse. Donc ils vont voir le petit garçon et ils le trouvent couvert de sang des pieds à la tête. Et dans sa main, il tient fermement les lunettes que son papa mettait pour regarder la télé. Lunettes qu'il a donc pris sur le corps de son papa et il refuse de les lâcher. Quand les policiers essayent de lui prendre, il les serre tellement fort qu'il décide de lui laisser les lunettes. S'il faut ça pour le rassurer, pas de souci. Donc Jacob est envoyé vers des médecins pour se faire examiner, mais il est indemne. Le sang qu'il a sur lui, c'est celui de ses parents, puisqu'il a câliné leur corps. Et une fois que les policiers ont la certitude que le petit garçon va bien, il est confié à ses grands-parents, qui ne le reconnaissent pas. Il a le regard dans le vide, aucune émotion. Il ne parle pas, il ne rit pas. Ce n'est plus du tout le petit garçon qu'ils ont l'habitude de voir. Il est complètement traumatisé. Et il a fallu plusieurs semaines avant qu'il retrouve un peu de vie. Sur le coup, les policiers ne comprennent pas ce qui a pu se passer. Rien n'a été volé dans la maison et le couple n'avait pas d'ennemis. Or, il y a bien quelqu'un qui est entré dans la maison dans le simple et unique but de les exécuter. Mais qui a bien pu faire ça ? Et pourquoi ? Et alors qu'ils sont en train de se poser ces questions et de relever des preuves dans la maison, ils entendent sur leur radio qu'un incident vient de se produire dans une ville voisine, une autre ville de la banlieue d'Atlanta, la ville de Sandy Springs. En effet, dans cette ville, une personne âgée a appelé la police en expliquant qu'un homme qu'elle ne connaît pas vient d'entrer chez elle et qu'il se comporte de manière étrange. En effet, l'homme a passé la porte, a simplement dit « Salut, c'est moi !» puis il est parti à l'étage faire sa vie. Or, je vous rappelle que cette femme ne le connaît absolument pas. Donc elle se dit qu'il doit être un peu fou, quelque chose, qui s'est trompé de maison. Donc elle sort vite de la maison, elle appelle la police puisqu'elle a peur. Et les policiers arrivent, mais eux, dans leur tête, ils se disent « Ok, ça doit être un mec pacifique. Le seul truc, c'est que voilà, il est un peu perdu, il a un problème peut-être de santé mentale, ou peut-être qu'il est sous drogue, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est rien de bien grave, on a juste à lui parler un peu, à le convaincre de sortir de la maison. On va l'envoyer en cellule de dégrisement, lui faire des petits soins psychiatriques et tout va aller bien. » Donc pour eux, voilà, c'est un peu une intervention de routine. Ils se posent en bas des escaliers, ils discutent un peu avec Matthew, ils essayent de le convaincre de descendre, en ignorant totalement que le mec qui est à l'étage est recherché activement par leurs collègues à une demi-heure de route de là, parce qu'il a tué un couple. Et effectivement, Matthew est très loin d'être quelqu'un de pacifique, puisque quand il finit par se laisser convaincre et par descendre les escaliers, il se jette sur un policier et le poignarde à plusieurs reprises dans la nuque. Le policier est gravement blessé. Et un de ses collègues, pour le défendre, tire sur Matthew à 2 reprises. Matthew prend une balle dans le cou et une balle dans le torse. Puis il est plaqué au sol et menotté et il se met à insulter les policiers de tous les noms. Lui et le policier blessé sont tous les deux envoyés à l'hôpital et tous les deux s'en sortent. Voilà, leurs blessures n'étaient pas si graves que ça, ils ont survécu, tout va bien pour eux. Mais les policiers d'Ackworth qui entendent ça se disent que la coïncidence
est beaucoup trop troublante. Matthew s'est introduit dans 2 maisons à Sandy Springs. Avant la maison de la personne âgée, il y avait encore une autre maison. Et ses parents sont les voisins des Hicks. C'est quand même étrange. Donc, il décide, pendant que Matthew est à l'hôpital, de convoquer les parents de Matthew pour avoir une petite conversation avec eux, voir ce qu'ils pensent de toute cette situation, ce qu'ils ont à en dire. Et ce qu'ils racontent est tout simplement hallucinant. En effet, Teresa, la maman de Matthew et d'Austin, je vous le rappelle, explique en fait aux policiers qu'elle a vu en fait dans la matinée qu'il se passait quelque chose chez ses voisins, forcément, puisqu'il y avait des voitures de police partout. Donc elle a essayé un peu de se renseigner sur ce qu'il se passait, et quand elle a appris que ses voisins avaient été assassinés, sa première réaction, ça a été de tenter d'appeler Matthew. Voyant que Matthew ne répondait pas au téléphone, elle prend sa voiture et elle parcourt les 2 heures qui la séparent d'Athènes pour aller tambouriner à la porte de chez son fils. Elle tape tellement fort sur la porte qu'elle abîme un verrou. C'est vous dire à quel point elle met de la force puisque Matthew ne répond pas derrière la porte. En fait, Matthew est en train de dormir. Au bout de quelques minutes, il finit par se lever. Il va ouvrir à sa mère et elle voit sur la table de chevet de Matthew un pistolet avec 2 chargeurs. Un qui est plein et un dans lequel il manque quelques balles. Elle lui demande si elle peut récupérer ce pistolet parce qu'elle n'est pas trop rassurée à l'idée que son fils soit en possession d'un pistolet, mais il refuse. Il lui dit qu'il a ce pistolet pour se défendre, qu'il y a des personnes qui en ont après lui, et que c'est le sien, donc il n'y a aucune raison qu'il le donne à sa mère. Peu de temps après, c'est le père de Matthew qui les rejoint, et lui prend le pistolet de force à Matthew. Puis ils laissent leur fils tranquille, et ils repartent avec le pistolet qu'ils cachent dans leur maison. Ils le mettent dans la poche d'une veste qui est accrochée dans une penderie à l'étage de leur maison. Et voilà. Alors que ce pistolet, c'est l'arme du crime. Est-ce que les parents le savaient ? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, ils ont caché l'arme du crime chez eux. Puisqu'effectivement, les parents de Matthew disent qu'ils ne savaient absolument pas à quoi avait servi cette arme. Ils ne savaient même pas que leur fils avait un pistolet. Ils l'ont découvert par hasard en venant le voir à Athènes. Et ils disent, malgré la bizarrerie de la situation, le fait qu'en entendant que leur voisin soit mort, leur premier réflexe, c'est d'aller voir leur fils à Athènes. C'est bizarre. Mais eux, ils disent non, rien à voir. On n'a pas du tout pensé qu'il avait quoi que ce soit à voir avec cette histoire. Simplement, on a eu peur pour lui. On a vu qu'il répondait pas au téléphone. On s'est dit, peut-être que lui aussi a été agressé. Peut-être qu'il s'est donné la mort. Donc voilà, on était inquiets. Et c'est vraiment pour cette raison qu'on est allé le voir. Et puis, le pistolet, on lui a pris parce que... on n'aime pas les armes et on voulait pas qu'ils soient en possession d'une arme. Quant aux voisins, ils disent qu'ils n'ont jamais entendu Matthew parler d'eux, qu'il n'avait pas l'air de les détester ou quoi que ce soit, et que de toute façon, il ne les connaissait même pas, il ne leur a jamais adressé la parole. Il savait très bien que ce n'étaient pas les mêmes personnes qu'à l'époque de son frère, donc pourquoi est-ce qu'il serait allé leur faire du mal ? C'est complètement invraisemblable. Bon, le père de Matthew dit quand même aux policiers que si jamais les balles de la scène de crime correspondent aux balles du pistolet de son fils, c'est qu'il est coupable. Cependant, quand Matthew est à son tour interrogé par la police, il donne une version des faits bien différente. Il explique que sa mère est venue depuis Ackworth jusqu'à Athènes spécifiquement pour lui demander si c'était lui qui avait commis les meurtres. Elle était persuadée qu'il était coupable. On ignore pourquoi ses parents ont menti, mais en tout cas, c'est sûr et certain que soit ils étaient au courant de la dangerosité de leur fils, soit ils étaient au courant qu'il avait quelque chose contre les voisins. Sinon, pourquoi être immédiatement persuadé que c'est lui qui les a tués ? Mais malgré l'évidence, Matthew nie toute implication dans les crimes. Il explique qu'il s'est bien rendu chez ses parents ce soir-là, mais qu'il est juste resté fumer une cigarette un peu dans le jardin, puis qu'il a fait une courte sieste dans sa voiture, environ 15-20 minutes, puis il s'est mis à ressentir des énergies négatives. Il s'est senti très mal, très fatigué, donc il a préféré repartir. Il est monté dans sa voiture et il a parcouru à nouveau les 2 heures qui le séparaient d'Athènes. Donc en gros, il serait venu pour rester peut-être une demi-heure sur place et refaire 2 heures de route parce qu'il était fatigué. Ça n'a aucun sens, sachant qu'il aurait tout à fait pu entrer dans la maison de ses parents et dormir dans la chambre qu'il a chez ses parents, puisqu'il
revenait encore chez ses parents, vous savez, comme la plupart des étudiants, pour les vacances, les week-ends, ce genre de choses. Donc c'est encore sa maison. Mais non, il repart à Athènes. Quand on est fatigué, on fait pas 2 heures de route, on va se coucher. Enfin, ça n'a aucun sens. De toute façon, que ce soit les explications de Matthew comme les explications de ses parents, c'est très bizarre. En ce qui concerne ses voisins, il dit, comme ses parents l'ont dit avant lui, qu'il ne les connaissait pas, qu'il n'avait absolument rien contre eux, et malgré une certaine nonchalance dans la salle d'interrogatoire, il montre quand même un petit peu d'émotion quand il lui parle du sort du petit Jacob. Il se dit très peiné pour ce petit garçon. Devant l'insistance des policiers, Matthew finit quand même par expliquer qu'il a très régulièrement des trous noirs. Il se réveille en ne se rappelant pas de ce qu'il a fait. Donc étant donné qu'il a fait une sieste, est-ce qu'il se serait passé quelque chose pendant qu'il dormait ? Peut-être, mais en tout cas, il ne le pense pas puisqu'il a quitté les lieux avant 22h. Or, les crimes ont été commis après 22h. Bizarrement, il donne le timing exact pour qu'il n'ait rien à voir avec les meurtres. Et finalement, en salle d'interrogatoire, malgré le fait que je vous ai dit qu'il a des problèmes de santé mentale, ça c'est indéniable, vous allez voir qu'ensuite il a pu être diagnostiqué, etc. Mais en tout cas, au moment de son interrogatoire, il a l'air plutôt cohérent, il répond aux questions des enquêteurs correctement, je veux dire, il répond pas à côté de la plaque. Parfois, j'ai vu des interrogatoires de personnes qui étaient en pleine psychose et leur discours est vraiment complètement incohérent, on ne comprend rien, on leur pose une question très claire, ils répondent en parlant de Dieu ou je sais pas quoi. Ce n'est pas le cas de Matthew. On lui demande à quelle heure vous êtes parti, il donne l'heure. Vous voyez ce que je veux dire ? On lui demande où étiez-vous à tel moment, il donne l'endroit où il était. Donc à part quelques commentaires un peu étranges concernant les lumières de la maison, il est un peu en boucle là-dessus, il arrête pas de reparler de ces lumières clignotantes, du fait que c'était des lumières démoniaques. Mais à part ça, il est cohérent. Heureusement, les preuves contre lui sont nombreuses, donc son témoignage n'a pas grande valeur finalement, puisqu'on a retrouvé son ADN sur les douilles du pistolet qui ont été retrouvées dans la maison des Hicks. Son pistolet correspond aux douilles et aux balles qui ont été tirées, donc là encore, voilà, ça prouve que c'est bien lui qui a tué le couple. Et puis des caméras de surveillance dans la rue ont filmé sa voiture qui arrivait chez ses parents, puis une silhouette qui se dirigeait vers la maison des Hicks, puis de retour vers la maison des Lenz. Et tout ça à peu près à l'heure des meurtres, donc tout correspond. Bon, les images sont de très mauvaise qualité, il faisait nuit noire au moment des meurtres, donc forcément on ne distingue pas très bien ni le véhicule ni la silhouette, mais en tout cas en ce qui concerne le véhicule, les enquêteurs ont fait un énorme travail pour essayer de déterminer le modèle de ce véhicule et ils se sont aidés pour cela de la forme des phares, du dessin que les phares faisaient sur la chaussée, enfin vraiment c'est un travail de fourmi et ils sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait bien de la voiture de Matthew qu'on voit arriver sur les enregistrements. Et cette voiture démarre en trombe après les meurtres et non pas avant comme l'avait dit Matthew. Donc il a quitté les lieux un peu plus tard que ce qu'il avait dit pendant son interrogatoire. Ça a été confirmé par les enregistrements des caméras de surveillance. Autre preuve plus circonstancielle, la réaction des parents de Matthew, le fait que tout de suite après les crimes, ils soupçonnent leur fils. C'est quand même bizarre, c'est qu'il y avait forcément quelque chose. Et puis également le fait que Matthew, juste après les crimes, se soit mis en mode avion. Donc en fait à 22h16, quelques minutes seulement après qu'Amber et Justin aient été tués, il s'est mis en mode avion et il n'a remis son téléphone en mode normal que le lendemain. Matthew est donc inculpé pour les meurtres, mais également pour acte de cruauté envers un mineur pour ce qu'il a fait subir au petit Jacob et pour la tentative de meurtre sur le policier à Sandy Springs. Le souci, c'est qu'après une analyse psychiatrique, il est déterminé que Matthew souffre de schizophrénie et qu'il n'est pas apte, pour le moment en tout cas, à affronter un procès. Donc il faut essayer, grâce à un traitement, de le stabiliser, d'arranger un peu sa santé mentale, jusqu'à ce qu'il soit apte à participer à un procès, et ça a pris énormément de temps. Donc il a été jugé en novembre 2025, soit 4 ans après les meurtres. Matthew Lenz plaide non coupable pour cause de maladie mentale et il demande un procès sans jury, c'est-à-dire que seul le juge, enfin là pour le coup c'était une femme, donc la juge déterminera s'il est coupable ou innocent. Matthew choisit de ne pas témoigner lors de son procès, je pense que c'est une sage décision parce qu'il n'est pas totalement dans notre monde, donc j'aurais été son avocat, je pense que je lui aurais conseillé la même chose. Et il passe tout le procès, soit le regard dans le vide, soit la tête baissée. Il a l'air un peu ailleurs, pendant que son avocat essaye de le défendre
tant bien que mal. Il commence tout de suite en expliquant que Matthew dit qu'il est persécuté par une agence gouvernementale, qu'il n'a rien à voir avec les crimes et que ce sont des membres du gouvernement qui ont trafiqué les preuves pour essayer de lui faire porter le chapeau et de l'envoyer en prison. Son avocat essaye, pour le défendre, de s'appuyer sur les incohérences de l'enquête, en expliquant notamment que Matthew n'était pas blessé. Or, s'il est passé à travers une fenêtre cassée, il aurait dû se blesser, surtout qu'il est assez grand en taille. Mais bon, il portait énormément de couches de vêtements. Je rigole pas, hein, il portait plusieurs pantalons par-dessus les uns des autres, plusieurs hauls par-dessus les uns des autres. Enfin bref, je sais pas pourquoi il avait fait ça, mais il portait plein de couches de vêtements. Donc en soi, c'est peut-être pas si étonnant que ça qu'il ne se soit pas blessé en passant par la fenêtre. Mais son avocat, en tout cas, avance cette idée selon laquelle ce ne serait pas Matthew qui aurait commis les crimes parce qu'il n'a pas été coupé par le verre. Il essaye également de déstabiliser les arguments de l'accusation par rapport à la voiture de Matthew en disant que bon, l'analyse des phares c'est bien mignon, mais c'est pas non plus une preuve scientifique de chez scientifique. Peut-être que plusieurs voitures ont le même type de phare et que donc il ne s'agissait pas de la voiture de Matthew. Donc voilà un peu sur quoi s'axe la défense. Quant à Matthew, le seul moment où on entend le son de sa voix, c'est quand la juge lui demande s'il est bien sûr de ne pas vouloir témoigner, si c'est bien sa décision à lui ou est-ce que ça lui a été imposé, enfin bref, ce genre de choses, pour s'assurer vraiment que ce soit sûr et certain qu'ils ne veulent pas témoigner lors de son procès. Et il ne répond pas par oui ou par non, comme ce qui est attendu, il répond « pas de commentaire ». Pas de commentaire, pas de commentaire. Il est très clair que Matthew n'a vraiment pas envie d'être là, qu'il n'a vraiment pas envie de participer au procès. Et d'ailleurs, tous les moments où sa présence était facultative, eh bien, il ne s'est pas présenté. Ce qui a été très mal vu par les proches d'Amber et Justin, puisqu'il n'est notamment pas venu au moment où ils donnaient leur témoignage. En fait, lors des procès aux États-Unis, ils font ce qu'ils appellent les Victims Impact Statements. Donc, en gros, ce sont les victimes qui se présentent une à la barre pour parler des victimes, pour parler de leur relation avec elles et d'à quel point leur meurtre les a affectés. Donc c'est souvent un moment très chargé en émotions, très intense et surtout très important pour les victimes puisque c'est le moment où ils vont pouvoir s'exprimer librement et éventuellement affronter le tueur, le regarder dans les yeux, lui dire ce qu'ils ont à lui dire et lui montrer en fait tout le mal qu'il a fait autour de lui. Or, Matthew était absent. Donc ils l'ont traité de lâche, ils étaient très énervés contre lui. Parce qu'en fait, la famille ne croit pas vraiment à cette histoire de maladie mentale. Alors oui, effectivement, il a été diagnostiqué schizophrène, hein, c'est indéniable, il y a un souci de ce côté-là. Mais est-ce qu'il était vraiment en psychose au moment des meurtres ? Eux, ils ne le pensent pas, ils pensent vraiment que c'était quelque chose de prémédité, qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Et c'est aussi une théorie qui a été mise en avant par l'accusation. Et ce, pour différentes raisons. Alors déjà, le fait qu'il ait passé 40 minutes au total dans la rue avant de commettre les meurtres. Donc il a passé 40 minutes à ne faire rien d'autre qu'observer la famille et réfléchir à ce qu'il allait faire. Donc il a eu 40 minutes pour changer d'avis, 40 minutes pour réaliser que ce qu'il était en train de faire était absolument odieux et que c'était une très mauvaise idée et repartir. Mais non, il a passé ces 40 minutes à se convaincre que c'était la bonne chose à faire et à le faire. Donc ça prouve une réelle intention de sa part de passer à l'acte. Aussi souvent quand les gens agissent comme ça alors qu'ils sont en état de psychose, derrière ils s'en veulent énormément et ils ont tendance à dire la vérité, à dire écoutez, je suis vraiment désolée, je voulais pas faire ça, et à se sentir hyper mal pour ce qu'ils ont fait. Or Matthew, lui, ça n'a pas été ça sa réaction. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est passé en mode avion, il a menti à la police sur les horaires auxquels il était sur place, et aussi, très important, il a emporté avec lui certaines douilles de la scène de crime. En tout cas, c'est ce que pense l'accusation. La défense a rétorqué que ce n'est pas sûr et certain. Alors certes, il y a certaines douilles qui n'ont jamais été retrouvées, mais il pense qu'il est possible que ce soit le petit Jacob qui ait joué avec ces douilles et qui les ait jetées dans les toilettes, puisqu'il y avait pas mal de bazar dans les toilettes. On a vu que le petit garçon était passé par là, la chasse d'eau avait été tirée, il y avait du papier toilette un peu partout. Et ce qui est assez étrange, c'est que seulement une partie des douilles avait disparu. Donc en fait, les policiers ont retrouvé 2 douilles sur 5. Donc bon, pourquoi est-ce que Matthew aurait emporté seulement une partie des douilles ?
Peut-être qu'il n'a pas réussi à retrouver les 2 douilles restantes, peut-être qu'il a paniqué parce qu'il a entendu le chien de la famille aboyer puisqu'ils avaient un chien, ou peut-être qu'il a vu le petit Jacob descendre les escaliers ou quelque chose comme ça, on ne sait pas. En tout cas, voilà. L'accusation, eux, se sont servis de cette absence de douille pour dire que c'était une preuve que Matthew avait un peu nettoyé la scène de crime et essayé d'effacer ses traces. Et puis, il y a aussi les recherches Google, puisque je vous ai dit qu'il y avait eu des recherches très inquiétantes pendant plusieurs semaines avant les crimes. Ça a commencé début octobre. Il a passé vraiment énormément de temps à faire des recherches très glauques sur le sang, sur le fait de tuer quelqu'un par balle, etc. Donc ça prouve là encore qu'il y avait une espèce de préméditation. Bref, à l'issue du procès, sans surprise, Matthew est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation contre lui. Et il choisit à nouveau d'être absent au moment où la juge va lui annoncer sa peine. Donc Matthew a été condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il a 26 ans au moment où il est condamné et il passera le restant de ses jours derrière les barreaux. Les proches d'Amber et Justin, qui étaient très nombreux au tribunal pour leur rendre hommage, ont tous applaudi en entendant ce verdict. Le grand mystère de cette affaire, c'est comment 2 frères, 2 membres d'une même famille, ont pu commettre le même type de crime à seulement 1 an d'intervalle. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans leur vie pour qu'ils en arrivent là? Et quelle est la responsabilité de leurs parents? Est-ce qu'ils savaient? Est-ce qu'ils étaient au courant de la dangerosité de leur fils? Est-ce qu'ils savaient que Matthew risquait de s'en prendre à ses voisins? Autant de questions qui resteront probablement toujours sans réponse, puisque les proches de Matthew se font tout petits. Ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas venus témoigner lors du procès, ils n'étaient même pas présents lors du procès. Et s'ils appellent de temps en temps Matthew en prison, leurs échanges restent très superficiels. Ils racontent juste un petit peu les nouvelles dans leur vie. Un tel a eu un bébé, un tel s'est marié, bref. Rien qui ait quoi que ce soit à voir avec cette affaire. Quant à Matthew, on ignore encore aujourd'hui le véritable mobile de ce crime. C'est quelque chose qui est difficile à accepter pour les proches d'Amber et Justin, qui aimeraient savoir, même si c'est une explication folle, ils aimeraient avoir cette explication. Ils espèrent pouvoir expliquer un jour à Jacob ce qui s'est passé. Or, Matthew n'a jamais parlé, il n'a jamais avoué quoi que ce soit, donc on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Est-ce qu'effectivement il s'agissait d'une histoire de guirlande de Noël qu'il a pris pour des lumières démoniaques comme il l'a suggéré aux policiers, ou est-ce que l'explication est tout autre? Peut-être que c'est juste quelqu'un d'extrêmement violent qui avait décidé de se déchaîner sur ses voisins gratuitement comme ça, histoire de tuer quelqu'un. Peut-être qu'il a voulu venger son frère ou poursuivre l'œuvre de son frère pour lui rendre hommage. En tout cas, le résultat, c'est que le petit Jacob est orphelin. Je vous donne quelques nouvelles. Tout va bien pour le petit garçon, il est comblé d'amour, il est entouré par ses grands-parents, ses tatas, ses tontons, ses cousins, ses cousines, les amis aussi de ses parents qui continuent à le voir régulièrement, donc il est vraiment entouré d'amour. Finalement, Amber disait qu'ils n'avaient pas qu'une famille, ils avaient un village, et il y a tout ce village qui est autour de leur fils. Donc certes, il est orphelin, mais il n'est pas seul. Mais bien sûr, tout l'amour et toute la présence de ces personnes autour de lui ne remplacera jamais l'amour et la présence de ses parents, qui sont morts à un âge où il n'était encore qu'un bébé, un petit bambin. Il avait besoin de ses parents, ils étaient tout son monde. Il ne savait rien faire sans eux. Et il a dû se construire dans ces conditions, et toute sa vie va être marquée par cet événement, puisque toute sa vie, il n'aura pas ses parents à ses côtés, contrairement à la plupart de ses camarades, et il se demandera toujours ce à quoi sa vie aurait pu ressembler si Matthew ne lui avait pas pris son papa et sa maman. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à booster la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires. Et avant de partir, n'oubliez pas également de cliquer sur le lien que je vous ai mis en description et en commentaire épinglé si vous voulez profiter de 20% de réduction sur les incroyables produits Wild, des produits respectueux de votre corps et de l'environnement.